Alors, à savoir qu'il y a toujours 20 secondes de décalage. Quand on parle, ça s'affiche 20 secondes après. Donc là, le direct est lancé. Donc, ma collègue me dit que le lien est en fonctionnement sur le site Oversup, hein, c'est tout bon. D'accord, donc on peut démarrer la conférence? Voilà, c'est quand vous voulez, si vous voulez attendre 2-3 minutes. C'est toi qui me dis. Moi, je pense que vous pouvez, il est 15h05, tu peux faire ta présentation, Béatrice, et puis on verra après si on a des questions. D'accord, très bien. Donc, bienvenue à tous sur cette conférence concernant le Master Sciences de l'éducation qui est proposé par l'INSPE Clermont-Auvergne. Donc, nous allons vous présenter plus particulièrement le parcours ingénierie pédagogique et numérique. Donc, nous sommes présentes avec ma collègue Nathalie Masseux qui lit vos questions et qui les reprendra éventuellement en fin de présentation. Donc, étant moi-même Béatrice Trodelange. Peut-être avant de démarrer sur les contenus véritablement du master et du parcours, juste préciser en quoi consiste l'ingénierie pédagogique. Donc l'ingénierie pédagogique, c'est une ingénierie qui vise à créer ou à améliorer un dispositif pédagogique. Autrement dit, l'ingénierie pédagogique, elle s'intéresse au contenu d'une formation, évidemment compte tenu des ressources humaines, des ressources techniques, des ressources financières et logistiques disponibles dans l'organisation concernée. Et cette ingénierie tient compte, bien évidemment, des objectifs de formation, mais aussi du public auquel s'adresse cette formation. Alors, numérique ici est important puisque cette ingénierie pédagogique, elle va intégrer les mutations qui sont associées au numérique, aussi bien dans les pratiques professionnelles que l'on rencontre dans les organisations, par exemple en termes de communication, de partage de documents, mais aussi d'évolution des métiers, avec le numérique qui prend une place de plus en plus importante, et puis les mutations au sein même des outils, par exemple, de formation. Donc là, j'en ai listé un certain nombre, mais ce n'est pas exhaustif, comme les MOOC, les simulations, les réalités virtuelles, les jeux sérieux, l'apprentissage par visioconférence, etc. Donc l'ingénierie pédagogique et numérique, ce qui va nous intéresser, nous, au sein du diplôme, c'est bien à la fois cette articulation sur la dimension pédagogique et puis, on va dire, technique, avec la dimension numérique. Alors, quels sont les objectifs généraux du parcours? On pourrait citer quelles sont les compétences atteintes par les étudiants à la fin du Master 2. Donc, à l'issue de leur formation, les étudiants seront en mesure de contribuer à la maîtrise d'œuvre d'un projet de formation en environnement numérique. Alors, d'une part, en étant capable d'assurer l'interface entre différents corps de métier, puisque, par exemple, l'ingénieur pédagogique va faire le lien entre des formateurs et puis des experts métiers au sein d'une entreprise, par exemple, ou bien accompagner des enseignants-chercheurs au sein d'une université, puisqu'on le verra, en fait, hein, l'ingénieur pédagogique peut exercer dans de multiples organisations. Donc, assurer cette interface, en mettant en œuvre une méthode d'ingénierie pédagogique pour concevoir et réaliser le projet, puisqu'en effet, il existe différentes méthodes d'ingénierie que l'on peut mobiliser et qui sont présentées dans le parcours IPN. Et enfin, en mettant en œuvre la chaîne de production, médiatisation des contenus. C'est-à-dire que les étudiants vont être amenés à manipuler un certain nombre de logiciels. Et puis, nous avons à disposition au sein de l'INSPE un studio vidéo qui permet la création, la conception, la scénarisation, le montage de vidéos enrichies. Voilà, donc on a vraiment cette dimension, comme je le disais tout à l'heure, à la fois pédagogique, qui tient compte des besoins du public formé,
et puis cette dimension technique. Donc on essaye, hein, c'est une des particularités peut-être de notre parcours par rapport à d'autres formations qui existent en France, on essaye de tenir ces deux dimensions, à la fois pédagogiques et techniques. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ce parcours s'inscrit dans le master sciences de l'éducation. Donc, ce diplôme comprend 3 parcours, donc, que j'ai rappelé ici pour mémoire. Donc, IPN est un parcours du master sciences de l'éducation. Alors, ça a une importance puisque, en fait, ça veut dire qu'au sein des différentes années du master, donc aussi bien en master 1 qu'en master 2, il va y avoir des enseignements qui seront communs à l'ensemble des parcours. Donc vous avez ici une représentation des principaux champs d'enseignement. Donc peut-être pour faciliter la lecture, donc vous voyez qu'il y a une représentation en semestres. Donc vous avez les semestres 1, semestre 2. Ces semestres sont découpés en UE, c'est-à-dire en unités d'enseignement. Chacune a un poids en termes de crédits, donc ça a un impact sur les crédits obtenus si vous validez cette UE, mais aussi ça a un impact sur le poids de l'évaluation pour l'obtention d'une année. Donc vous voyez par exemple que la première année de master, donc le master 1, il y a 5 UE communes à l'ensemble des parcours, puisque l'idée de cette formation, c'est bien de vous donner les bases, un peu plus que ça même, en sciences de l'éducation. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver des enseignements en sciences humaines et sociales. Alors, ce sont les concepts clés qui vont nous être utiles dans le champ des sciences de l'éducation. Il y a un fort accent qui est mis sur l'analyse de l'activité, puisque ce master est appuyé sur le laboratoire acté, et que le laboratoire acté a pour vocation, enfin, un de ses enjeux de recherche, c'est l'analyse de l'activité. Donc pourquoi est-ce que ça nous est utile dans le parcours IPN? Ça nous est utile puisque lorsque l'on élabore des contenus de formation, il faut qu'on comprenne, qu'on connaisse l'activité des personnes pour lesquelles on élabore cette formation, entre autres. Donc vous avez également des cours sur les méthodes et outils pour l'intervention. Donc là, c'est par exemple comment mener une réunion en entreprise. C'est ce type de contenus qui sont proposés. Vous voyez dans le semestre 2, et je reviendrai après sur les enseignements spécialisés, dans le semestre 2, vous avez un poids important consacré à la recherche, à la méthodologie de la recherche, puisque aussi bien en Master 1 qu'en Master 2, vous avez un mémoire à réaliser, et donc on vous donne les méthodes que vous pouvez employer dans ce travail de recherche. Donc un mémoire et un stage. Je reviendrai sur ces 2 éléments un petit peu plus tard dans la présentation. Donc ça, ce sont des enseignements communs à l'ensemble des parcours. La spécialisation est progressive entre le M1 et le M2. Donc c'est-à-dire que pour la première année de master, vous n'avez que, entre guillemets, 3 unités d'enseignement spécifiques au parcours, et vous verrez tout à l'heure que dans la deuxième année, cette spécialisation est beaucoup plus importante. Donc dans la première année de master, on sensibilise nos étudiants à la connaissance des milieux d'intervention. Parce que comme je vous l'ai dit, les ingénieurs pédagogiques peuvent évoluer dans des organisations très variées, dans des milieux très variés, et donc chaque année, nous faisons intervenir des professionnels de ces différents secteurs pour une meilleure compréhension, pour faire connaissance en quelque sorte avec ces différents milieux d'intervention, mais aussi ces différentes missions. Et puis donc, au deuxième semestre, commencent des cours plus spécifiques au parcours IPN, qui visent par exemple la connaissance des environnements numériques, comme, entre autres, comme les MOOC, mais on pourrait citer d'autres environnements numériques d'apprentissage, donc vraiment des apports par rapport au numérique et à la formation. Donc la deuxième année est construite un tout petit peu différemment dans la mesure où chacune des UE est vraiment spécifique au parcours, avec malgré tout pour chacune d'entre elles un cours introductif qui, lui, est commun à l'ensemble des parcours. Donc là, vous allez avoir des déclinaisons, derrière chacune de ces UE, vous allez avoir des déclinaisons spécifiques au parcours ingénierie pédagogique et numérique. Donc vous repérez à nouveau l'importance de l'UE7, par exemple, mémoire et stage, qui est crédité de 15 crédits, d'où ça montre déjà l'importance de cette dimension-là dans la formation.
Donc, vous voyez aussi que j'ai précisé sur les diapos 2020-2021, puisque les maquettes sont susceptibles d'évoluer. Et donc, c'est la constitution du diplôme à ce jour. Alors, bon, la maquette ne va pas être totalement renouvelée, mais en tous les cas, voilà, il peut y avoir des changements à la marge. Alors, peut-être le calendrier de la formation. Donc, c'est une formation hybride. Cela signifie qu'on a une partie en présentiel et puis une partie à distance. Donc, nous avons par année de formation 4 semaines en présentiel. Donc, j'ai indiqué ici les périodes prévisionnelles, hein, ça peut se changer d'une année à l'autre, mais grosso modo, on retrouve ce calendrier. Donc, une semaine en octobre, une semaine en décembre, une semaine en février ou mars, en fait, ça dépend des vacances universitaires, et puis une semaine en mai. Donc ces semaines sont des semaines de cours relativement chargées et c'est aussi sur ces semaines qu'on planifie les examens, notamment les examens sur table. Donc je l'ai indiqué, la moitié de la formation est à distance, ce qui veut dire qu'il y a des classes virtuelles, la plupart du temps programmées en soirée, mais pas obligatoirement, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des lectures, etc. à faire, donc planifiés tout au long de l'année par les formateurs. La formation est accessible en alternance. En tous les cas, nous avons d'ores et déjà cette année des contrats de professionnalisation et nous allons, en tous les cas, nous espérons pouvoir mettre en place des contrats d'alternance dès la rentrée prochaine. Donc si vous êtes intéressé par cette perspective, il faut prendre contact avec des entreprises maintenant. Et si toutefois nous n'étions pas en mesure d'assurer ces possibilités de contrats d'alternance, nous pourrions alors élaborer des contrats de professionnalisation. Les stages, je l'ai dit, sont importants. L'avantage de notre calendrier de formation, c'est que vous pouvez avoir des périodes de stage un peu comme vous le souhaitez, dans la mesure où ces semaines de stage devront se dérouler hors des semaines en présentiel. Donc ça vous laisse une certaine marge de manœuvre pour placer des stages qui peuvent être longs. Dans le parcours IPN, nous vous incitons vivement à viser des stages d'une durée significative. Donc 100 heures minimum, ça c'est vrai pour tout le master, mais nous vous conseillons d'aller au-delà, sachant que nous vous conseillons en IPN des stages de 3 à 5 mois. Tout simplement parce qu'il y a une prise en main des différents outils dans les entreprises, il y a une prise en main, une adaptation aux méthodologies de gestion de projet, etc., qui rendent difficile en fait ce genre de stage sur des durées trop courtes. Alors, si on essaye de tracer une sorte de ligne directrice des contenus des stages, alors ce que j'ai inscrit là sur la diapositive n'est absolument pas obligatoire, mais on voit qu'en M1, les stages sont relativement opérationnels, avec beaucoup de missions qui consistent à développer des supports pédagogiques multimédia ou bien à intégrer des supports pédagogiques dans des plateformes. Ce n'est pas une obligation, mais c'est vrai que c'est quand même une tendance. Alors qu'en M2, on voit plus des missions de stage qui visent à l'élaboration d'une scénarisation ou contribuer à la scénarisation, par exemple, d'un e-learning. Donc voilà, on pourrait différencier les missions entre le M1 et le M2 de cette façon-là, du plus opérationnel au plus conceptuel ou gestion de projet. Alors justement, on a essayé avec ma collègue de lister quelques exemples de stages pour vous donner une idée des offres que nous recevons, puisqu'en fait, par le réseau de l'UCA Pro, nous recevons un certain nombre d'offres de stages. Jusqu'à maintenant, nous avons plus d'offres de stages que nous n'avons d'étudiants. Et donc, les stages qui sont en cours en ce moment concernent par exemple le développement de e-learning, donc vraiment dans des environnements très, très divers. Hein. Donc, par exemple, concernant la formation de nouveaux collaborateurs, ou bien la formation aux compétences métiers dans une grande industrie. On a aussi des stages qui concernent la conception de supports pédagogiques, notamment la conception de Serious Game. On a aussi des stages comme une entreprise qui demande à notre stagiaire, à notre étudiant, d'analyser les profils apprenants pour ensuite proposer du e-learning. Voilà, donc ce ne sont que quelques exemples de stages. Alors, le deuxième élément fort de la formation, c'est le mémoire. Donc, il s'agit d'un travail de recherche, bien sûr en sciences de l'éducation, mémoire qui est ancré dans une problématique professionnelle issue de l'ingénierie pédagogique et numérique, ce qui signifie que le lieu de stage, enfin votre stage peut constituer une source pour ce questionnement-là, mais aussi la possibilité d'un recueil de données.
pour alimenter votre mémoire. Donc c'est un travail qui se fait sur 2 ans, et c'est un travail exigeant, notamment pour les personnes qui sont en reprise d'études, qui ont peut-être un peu perdu l'habitude d'avoir un écrit long, et c'est quelque chose auquel il faut se préparer si vous êtes dans ce cas-là, parce que ça représente parfois une vraie difficulté pour les personnes de se remettre dans ce type d'exercice, donc qui exige beaucoup de lecture, qui exige de se questionner et qui exige surtout une rédaction au long cours, donc sur les 2 années. Mais c'est un travail que nous accompagnons et donc vous n'êtes pas seul face à cet exercice. Concernant les débouchés, donc, vous l'avez compris dans mon exposé, hein, il y a vraiment différents secteurs d'activité. Alors, on peut par exemple citer des entreprises qui sont prestataires dans le domaine de la formation à distance. Donc, il y a des agences qui proposent des prestations dans ce domaine. Vous pouvez être aussi au sein d'un service de formation, donc des services de la formation professionnelle interne, que ce soit interne à des entreprises, interne à des collectivités ou bien en université. Il y a aussi des débouchés auprès des éditeurs de plateformes, de e-learning ou de logiciels. Donc voilà. Donc il y a vraiment des secteurs d'activité très variés qui sont demandeurs de ce type de profil. Les métiers, vous allez avoir des dénominations très différentes en fonction du secteur d'activité et de l'organisation en question. Ce n'est pas les mêmes dénominations si vous êtes dans une collectivité territoriale ou si vous êtes dans une entreprise. Donc là, on a listé quelques-uns des libellés, mais il y en aurait bien d'autres. Alors, qui peut candidater sur ce parcours? Eh bien, en fait, toute personne titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3 pour entrer dans le Master 1, ou bien titulaire d'un niveau Bac+4 pour entrer dans le Master 2, ou bien encore, si vous n'êtes pas titulaire de ces diplômes, vous pouvez demander la validation des acquis de l'expérience professionnelle, ou bien des études supérieures. Alors, nous vous conseillons malgré tout d'avoir nous privilégions plutôt des licences en sciences de l'éducation, bien que ce ne soit pas une obligation absolue. Donc, nous avons des critères de sélection que je vais préciser maintenant. Donc, il y a une commission en fait qui se réunit pour étudier les différentes candidatures, et cette commission se prononce entre autres sur ces critères qui sont affichés, à savoir l'expression dans votre dossier d'un projet professionnel qui soit suffisamment abouti, en accord avec la formation, c'est-à-dire en ingénierie pédagogique et numérique. Ensuite, il faut montrer une certaine appétence, mais aussi des compétences avérées pour le numérique. Et puis, autre élément que nous regardons plus attentivement au sein de la commission, c'est votre dossier universitaire et votre expérience professionnelle. Alors, le calendrier des candidatures, si vous êtes intéressé, il va y avoir une première période de recrutement très bientôt, puisqu'elle ouvre le 4 février jusqu'au 20 mars. Il y a ensuite donc cette commission qui se prononce et qui étudie vos dossiers, qui décide si oui ou non vous êtes convoqué pour un entretien, s'il y a lieu. Vous pouvez ne pas être convoqué à un entretien si le dossier ne nous pose aucune difficulté. Et les résultats seront publiés au plus tard le 2 avril. Ensuite, si nous ne remplissons pas nos capacités d'accueil, il y aura la possibilité d'une deuxième période qui commencera au 29 avril. Avec donc le calendrier qui s'affiche, donc des candidatures du 29 avril au 6 juin, et puis des entretiens pendant la semaine du 14 au 18 juin pour une publication des résultats le 21 juin. Donc j'aurais tendance à vous conseiller de candidater sur la première période. Alors comment se renseigner? Donc peut-être qu'il faut bien s'orienter pour savoir à qui poser les questions. Pour tout ce qui relève des questions administratives, c'est-à-dire les conditions d'inscription, etc., il faut contacter le service de la scolarité, donc le secrétariat. Donc vous avez ces coordonnées sur le site de l'INSPE que j'ai rappelé le lien là sur la diapositive. Pour tout ce qui est reprise d'études, formation continue, nous avons un service dédié, le service de la formation professionnelle,
qui saura vous renseigner sur les conditions de financement, etc. Et enfin, sur les questions concernant plus particulièrement les contenus de la formation, vous pouvez vous adresser au responsable de parcours, c'est-à-dire à ma collègue qui nous écoute et qui nous lit en ce moment, Nathalie Masseux, ou moi-même. Donc, je vous propose de passer à une séance de questions-réponses. Donc, je vais cesser la présentation pour prendre vos questions en direct. Oui, merci Béatrice pour cette présentation. Alors, je vais me faire le relais de quelques questions qui ont pu être exprimées à différents moments en travaillant. Donc Nathalie, je ne t'ai pas entendue en fait. Oui, merci Béatrice pour cette présentation. Donc, une des questions qui a pu être formulée dans ce contexte au Versup, mais aussi dans d'autres contextes, est la suivante. Est-il possible de s'engager dans le master tout en travaillant ? Alors, on a en effet un certain nombre de personnes qui s'engagent dans le master tout en travaillant. C'est vrai que c'est quand même une charge de travail importante puisque vous avez donc de toute façon les semaines en présentiel, donc 4 semaines, il faut pouvoir se dégager pour pouvoir suivre les cours en présentiel. Et puis derrière, il y a une charge de travail importante à fournir à distance. Mais oui, enfin, après tout dépend de votre capacité à travailler et à gérer ces contraintes, mais nous avons en effet des personnes qui sont salariées et qui suivent ce master. À l'occasion de cette question, on peut là encore souligner, on va dire, un des éléments clés des modalités et du format du diplôme présenté tout à l'heure, à savoir ces 4 semaines en présentiel et un volume équivalent de formation à distance, donc un format hybride qui est tout à fait, on va dire, pertinent, qui se prête tout à fait à l'engagement en termes logistiques, en tout cas, dans le master. Alors, une deuxième question qui vient faire écho ou prolonger la première. Le stage peut-il être réalisé dans le milieu professionnel dans lequel j'exerce ? Alors, administrativement, il n'y a pas de souci, c'est possible. Donc, à ce moment-là, au lieu de faire une convention de stage, on fait un contrat pédagogique, c'est-à-dire que votre employeur ne peut pas, vous ne pouvez pas avoir 2 contrats différents avec le même employeur. Mais ensuite, à vous de voir si vous avez la possibilité de faire votre stage ailleurs. Ça peut éventuellement vous permettre de diversifier votre expérience. Tout dépend en fait de là où vous travaillez et de la possibilité de réellement mener un stage qui soit cohérent par rapport au diplôme. En tous les cas, j'allais dire techniquement c'est possible. Ensuite, à voir si c'est cohérent par rapport à la formation et à vos souhaits de carrière à venir. Quels sont les objectifs que vous poursuivez en menant cette formation du Master IPN? Oui, et la cohérence évoquée, elle repose sur le fait que les objectifs du stage ou les missions qui peuvent être confiées sur le terrain de stage puissent être étroitement liées avec une question professionnelle liée à l'ingénierie pédagogique. Alors, troisième question, est-il possible d'accéder directement en Master 2, parcours IPN ? Alors, oui, c'est possible. Ensuite, l'expérience montre, alors tout dépend de votre situation, si vous êtes en reprise d'études et donc vous avez arrêté vos études il y a un certain temps, je l'ai souligné dans la présentation, la rédaction du mémoire peut être quelque chose de vraiment lourd si vous devez le faire sur une année. Et donc, nous conseillons dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire pour des personnes en reprise d'études qui ont cessé leurs études depuis un certain temps, de s'inscrire plutôt en première année, ne serait-ce que pour acquérir les bases en sciences de l'éducation, les concepts, les théories, qui vont vous être absolument nécessaires pour élaborer une problématique, mettre au point une méthodologie, pour pouvoir réussir véritablement à
à mener à bien ce travail de recherche, qui est un travail de recherche. Peut-être une dernière question complémentaire. Alors, les débouchés ont été évoqués tout à l'heure au sortir du master et du parcours IPN. Une question sur les délais, on va dire, escomptés pour être employé ou recruté au sein des différents milieux professionnels qui ont été cités tout à l'heure, que ce soit université, entreprise, collectivité. En gros, quelle est la dynamique d'offres d'emploi sur ce segment du métier de l'ingénierie pédagogique? Alors, donc nous sommes un parcours très jeune dans le master. Le master existe depuis plus d'une dizaine d'années. Le parcours a ouvert là à la rentrée sa 3e promotion. Donc, nous n'avons pas vraiment de statistiques à vous proposer qui permettraient de répondre de manière assurée à cette question. Cependant, nous avons l'expérience sur des petites promotions. Nous avons vraiment des petites promotions d'une quinzaine d'étudiants. Et nous avons plusieurs cas de personnes ayant trouvé un emploi à la fin du M1. Ce n'est évidemment pas ce que nous vous conseillons, mais ça veut dire qu'il y a finalement une demande telle que même des personnes en fait n'ayant pas encore terminé, n'ayant pas encore obtenu le diplôme, peuvent trouver un emploi. Et c'est vrai que on peut regretter la situation sanitaire actuelle, bien évidemment, mais elle contribue malgré tout à susciter des besoins en formation à distance, et on peut penser que ce secteur d'activité a encore de beaux jours devant lui. Merci Béatrice pour ces éléments de réponse. A priori, on a fait le tour des questions qui ont pu, on va dire, être exprimées à cette occasion comme à d'autres. Voilà les questions qui ont pu être abordées. Alors peut-être Béatrice, souhaites-tu faire une conclusion? Écoutez, si en cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter pour des informations ou des conseils plus personnalisés que ce que nous ne pouvons faire dans cette présentation un petit peu générale. En tous les cas, merci de votre écoute et merci de vos questions. Merci et à bientôt pour voilà, répondre de manière plus ample encore et plus approfondie. Pourquoi pas à l'occasion d'un entretien, est tout à fait possible d'envisager des entretiens, des pré-entretiens, pour essayer on va dire, de répondre à des questions plus ciblées sur des situations personnelles plus singulières. Merci de votre attention. Au revoir.